Et on connaît tous ces discussions où une personne vous demande ce que vous faites, et puis ensuite ce que vous allez faire après, et dans quel but vous faites ceci, dans quel but vous faites cela, c'est dans l'idée de faire quoi, ce qui est toujours assez chiant, et ce qui participe d'une logique absurde qui fait de la vie l'attente perpétuelle de quelque chose qui ne vient jamais. Oui, l'ironie, elle est déplacée. Oui, c'est faux, c'est honteux ce que vous dites. Il n'y a pas un goût. C'est dégueulasse. Je partage avec voilà vous, ce que vous êtes. Toi tu dis non. Je dis ce ne sont pas des monstres, mais c'est un vrai débat. C'est pas bien de véhiculer des idées comme ça, je suis désolée, c'est pas juste. On ne peut pas dire des trucs comme ça, il est borderline. Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui c'est la première de ce qui formera sûrement une série de vidéos qui tourneront autour de la morale et plus globalement des valeurs. Alors ce qui m'a donné envie de parler de la morale, c'est d'abord son omniprésence dans les débats, les journaux, sur internet, à la télé, partout. Et ce qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui en particulier, c'est un livre sur lequel je suis tombé par hasard qui s'appelle Éthique, coexistence et sens, qui a été écrit par un philosophe français qui s'appelle Alfredo Gomez Müller et qui défend en gros la thèse suivante, c'est que la question première dans la pensée morale en Occident est passée de qu'est-ce qu'une vie bonne et comment je peux donner un sens à ma vie à quelles règles je dois suivre pour pouvoir vivre avec les autres sans que ce soit trop pénible. Donc le but de cette vidéo, ce sera à la fois de montrer qu'une autre conception des valeurs morales est possible que celle du moralisme barbant qui pullule à droite à gauche et qu'on a des bonnes raisons de penser qu'il n'y a de valeur morale que par rapport à un ordre et une tradition. Alors ce changement que je viens de mentionner, c'est l'aboutissement d'une évolution qui n'est pas seulement celle de la morale, mais plus globalement celle de la société, par laquelle l'individu qui se définissait d'abord par ses appartenances familiales, sociales, professionnelles, etc., est devenu l'individu qui se définit d'abord par lui-même. Et à partir du moment où la loi morale vient plus d'une instance qui vous dépasse, à partir du moment où chaque individu, en tout cas en théorie, peut construire sa propre morale, eh ben c'est la question de la coexistence avec les autres qui se pose parce qu'il devient vite clair que les gens partagent pas les mêmes valeurs et qu'ils n'ont pas nécessairement envie de s'entendre. C'est ce qui fait que le philosophe Alasdair MacIntyre commence un des livres qu'il a consacré à ce sujet en partant justement du constat que les débats moraux, les débats qui impliquent des jugements moraux, mettent en jeu des positions qu'il dit incommensurables, c'est-à-dire qu'elles sont trop différentes et autonomes pour qu'on puisse les départager. Et donc, pour prendre un cas d'actualité, si on prend par exemple les militants écologistes qui crèvent des pneus... Moi, je viens dégonfler les pneus de 4x4 très polluants. Eh ben, si vous considérez que c'est votre devoir de ne pas casser le bien des autres, vous allez condamner ces actions. Mais si vous considérez que ces actions sont faites pour maximiser le bonheur du plus grand nombre, en l'occurrence en contribuant à sauver la planète, alors vous allez considérer que c'est justifié et que c'est même une bonne action. Mais ce qui compte par rapport au sujet de cette vidéo, c'est que ces deux positions, donc en gros la position conséquentialiste et la position déontologiste, elles communiquent pas entre elles parce qu'elles sont rattachées à des valeurs cardinales qui n'ont rien à voir. Et c'est ce qui fait que la plupart des débats de ce type, la plupart des débats qui mettent en jeu des valeurs morales sont d'un intérêt discutable. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous parler de monsieur. Je suis d'accord. Laissez-moi vous parler de. Mais laissez-moi, monsieur Dupont-Aignan, me parler. Mais monsieur Dupont-Aignan, laissez-moi vous citer. Ces désaccords, c'est ce qui a été à la source de la pensée morale moderne, en particulier celle de Hobbes, Locke, Rousseau et Kant, qui partagent, avec des nuances qui ne sont pas importantes ici, l'idée que la question de la vie bonne est subjective, qu'elle exprime juste des désirs particuliers qui sont nécessairement source de conflits, et c'est ce qui semblait avoir été montré notamment par les différentes guerres civiles et religieuses qui avaient eu lieu un peu partout en Europe et qui venaient justement d'un conflit entre des visions symboliques rivales. Et donc, pour ces premiers penseurs libéraux, il y a seulement un principe symboliquement neutre qui indique aucune perspective commune de sens qui peut prétendre à l'universalité. C'est le début de ce que MacIntyre appelle la culture émotiviste, où les jugements de valeur expriment simplement des préférences, et ce qui fait qu'on les sépare totalement du politique, alors que dans beaucoup de sociétés d'avant, l'éthique était politique et vice-versa, et dans ce contexte, on construisait un savoir et une éthique sur la base d'une condition partagée et d'une vision commune, comme on va le voir, et pas juste pour le plaisir de découvrir ce qui va pas dans le deuxième argument du troisième paragraphe du livre de machin, ni pour aller chercher dans le discours des autres des raisons de théâtraliser sa bonté.
l'homme bon de cette époque et de ce contexte culturel, c'est d'ailleurs pas l'homme bon au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est pas au sens de la bonté, c'est pas un saint, parce que c'est une éthique qui est orientée vers et par l'excellence et pas par l'idée d'une pureté morale. Voilà par exemple ce que dit Aristote dans son Éthique à Nicomaque. L'on confond ordinairement l'homme heureux avec l'homme qui se conduit bien et réussit, et ce qu'on appelle alors le bonheur, c'est une sorte de succès et d'honnêteté. C'est la réussite et le succès qui déterminent la bonté au sens où on l'entend dans cette perspective éthique, où il ne s'agit pas d'assimiler des principes abstraits pour éviter de tuer son voisin, ce qui correspond de manière caricaturale à la morale moderne, mais d'exercer certaines facultés pour donner corps à un idéal. Alors l'exemple le plus connu de cette morale, c'est justement l'éthique des vertus, inaugurée par Aristote, mais propre au contexte de la Grèce ancienne, où la question première, c'est celle du sens de la vie. Alors c'est intéressant parce que la question du sens de la vie, elle est presque jamais abordée aujourd'hui, surtout dans les milieux de la philosophie, parce que c'est une question qui apparaît comme étant naïve, presque enfantine, trop vague, pas sérieuse, etc. En plus, on a tendance à se complaire dans une forme de cynisme où on est presque fier de dire que... Et pourtant, même si on se la pose pas comme ça, c'est une question qui est sous-entendue par la plupart des choses qu'on fait, par nos attentes, nos réactions, nos projections, enfin bref, par tout ce qui constitue en fait notre existence. Et notamment, ce qui nous motive parce qu'on y trouve du sens. Ce qui suppose qu'on y trouve une fin, un but, et c'est exactement la base de l'éthique d'Aristote qui est parfaitement opposée aux conceptions subjectivistes et relativiste et qui part du principe que tous les styles de vie se valent pas et que la vie bonne peut être rationnellement déterminée et distinguée de celle qui l'est pas. Alors je précise quand même que le but de cette vidéo, c'est pas de dire qu'il faut retourner vivre comme au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui pour le coup ferait aucun sens. Mais c'est juste de présenter un rapport aux valeurs morales différent de celui dont on a l'habitude. Alors ce que commence par dire Aristote, c'est que chaque être et chaque activité a une fin qui lui est propre et qui correspond à son bien, ou à sa fonction si vous voulez. Donc par exemple, le bien de l'œil, c'est la bonne vision, et le bien de la médecine, c'est la santé, etc., etc. Dans le domaine de l'action, ces fins justifient l'action parce qu'elles donnent une unité à toutes les petites actions qui sont tendues vers ce même but, et en leur donnant cette unité, elles leur donnent un sens. Donc, par exemple, tout ce que fait un médecin dans son traitement particulier d'un patient trouve son sens dans le fait que chacune de ces actions est dirigée vers le même but qui est la santé du patient. Mais à un moment donné, ces finalités propres aux êtres et aux activités arrivent plus à donner ce sens quand on les envisage par rapport à l'horizon global de la vie. C'est ce que Gomez-Muller résume de la façon suivante. Le propre des fins techniques, note Aristote, est de ne jamais se suffire à elles-mêmes. Le harnais, fin de l'activité du sellier, est un moyen pour la techné de l'équitation, laquelle techné, œuvre du cavalier en tant que tel, devient moyen pour la techné militaire, etc. La non-suffisance à soi des fins de la production met en question la propre intelligibilité de l'activité productive. Remonter sans cesse d'une fin technique à une autre équivaut, en effet, à se perdre dans l'indéfinition des fins et à rendre, il cite Aristote, tous nos désirs parfaitement stériles et vains. S'installer dans une vision technicienne du monde, c'est donc se condamner à l'absence de sens. Autrement dit, ces fins donnent du sens à nos différentes activités, mais pas à la vie comme telle. Et on connaît tous ces discussions où une personne vous demande ce que vous faites, et puis ensuite ce que vous allez faire après, et dans quel but vous faites ceci, dans quel but vous faites cela, c'est dans l'idée de faire quoi, ce qui est toujours assez chiant, et ce qui participe d'une logique absurde qui fait de la vie l'attente perpétuelle de quelque chose qui ne vient jamais. Mais en même temps, cette logique trahit bien cette idée que nos activités prennent leur sens par rapport à d'autres activités dans un système de fins et de moyens, sauf que, comme on le voit, il y a toujours un moment où on ne peut plus justifier et donner du sens comme ça. C'est pour ça que cette vision que Gomez-Muller appelle une vision technicienne de la vie confine au non-sens parce qu'il n'y a rien dans cette vision qui unifie le tout de nos activités. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est quelque chose qui donne sens non pas à telle ou telle activité, mais à l'activité en tant que telle. Une fin qui ne répond pas à la question « pourquoi j'ai envie de faire ceci ou cela », mais « pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ?» tout court, au sens métaphysique. Et Aristote affirme, mais il n'y a pas besoin d'être Aristote pour dire ça, que c'est le bonheur. C'est le bonheur qui est la seule chose qu'on cherche pour elle-même et qui rassemble toutes les sphères de l'activité individuelle et sociale. Et comme pour la question du sens de la vie,
Le bonheur, c'est quelque chose dont on n'ose presque pas parler, par peur de passer pour un niais qui n'aurait pas encore eu accès au prestige de la lucidité. Et pourtant, c'est ni bête ni insensé, parce que j'ai encore rencontré personne qui m'ait dit que son but c'était le malheur et que tout ce qu'il entreprend, il l'entreprend dans l'espoir d'être malheureux. Donc, jusqu'à preuve du contraire, et aussi niais que ça puisse paraître, ce qu'on cherche, en dernière analyse, même si maladroitement, c'est bel et bien le bonheur. Et vous avez du coup deviné la question qui suit, qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Alors pour répondre à cette question, Aristote se demande quelle est la tâche propre à l'homme. De même que tout être et toute activité a son bien propre, l'homme, au sens d'humain, doit aussi avoir, dit Aristote, son bien propre, qui l'identifie à la raison. Le bien le plus haut pour l'homme, c'est donc l'exercice de sa raison, et donc le bonheur, c'est l'accomplissement réussi des capacités qui font de lui un homme et non pas une plante ou un animal. Dans cette perspective, l'éthique, c'est ce qui doit permettre de passer de l'homme tel qu'il est à l'homme tel qu'il pourrait être s'il réalisait sa nature essentielle, et donc la vie bonne, c'est une vie où on s'efforce d'adopter les habitudes qui favorisent cet accomplissement. Alors ce qui est notable, c'est que ici, le bonheur, c'est une orientation plus qu'un état. Il ne s'agit pas tellement d'être heureux. Nous n'avons pas le temps de perdre une minute de plus à être négatif. Mais plutôt de faire de sa propre humanité un enjeu et un projet et donner à sa vie une unité parce que c'est l'unité qui donne du sens et que vivre bien, c'est déployer sa vie comme sensé. Ça, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Et c'est pour ça que le malheur est compatible avec la vie bonne parce que la souffrance, la douleur, etc. peuvent avoir du sens. Et dans cette éthique, ce qui rend la vie vraiment malheureuse et mauvaise, c'est pas la souffrance sous toutes ses formes, c'est le non-sens. Je reviens sur l'idée de la vie comme projet d'accomplir sa nature humaine. Ce projet suppose, entre autres choses, comme la formation technique ou artistique, un savoir qui est celui d'une tradition et d'un ordre qui donne une orientation à l'activité individuelle et sociale. Dans beaucoup de sociétés prémodernes et dans ce que MacIntyre appelle des sociétés héroïques, l'individu s'identifiait et était identifié par ses appartenances. Je cite MacIntyre, « Tout individu a un rôle et un statut donné au sein d'un système de rôles et de statuts bien définis et hautement déterminés. Les structures capitales sont celles de la parenté et du foyer. Dans une telle société, un homme sait qui il est lorsqu'il connaît son rôle dans ces structures et sachant cela, il sait aussi ce qu'il doit et ce qui lui est dû par le détenteur de chaque rôle. Les valeurs et les déterminations du sens de la vie sont alors inséparables de l'ordre social et de la tradition où elles s'inscrivent. Or, une chose que fait justement la pensée morale moderne, c'est de rompre avec cette conception sociale et historique du sujet qui était perçue et vécue par beaucoup comme un carcan. Ce que cette pensée valorise, c'est au contraire l'autonomie, la capacité du sujet à penser par lui-même et à se déterminer de façon autonome et donc aussi indépendante du passé. C'est ce qui fait que Gomez-Muller dit que l'histoire de la modernité pourrait être vue comme l'histoire d'une expurgation du passé et il dit notamment que la critique de certaines choses qui étaient effectivement désuètes, comme l'explication de l'ancienne cosmogonie par exemple, s'est transformée en une critique du passé comme tel. L'expurgation du passé prend ici la forme d'une rupture radicale de la tradition, considérée a priori comme passé dépassé. Et c'est à partir de cet a priori, dévalorisant la tradition en soi, que l'individualisme moderne entend justifier l'expurgation du passé. Toute indication de vérité pratique, toute articulation symbolique du sens est d'emblée rejetée comme préjugée. Pour ces penseurs-là, agir selon la tradition, c'est agir comme un enfant qui reçoit ses règles de l'extérieur, tandis qu'agir par sa seule raison, c'est agir en adulte qui se donne à soi ses propres règles. De manière significative, Kant, quand il parle des Lumières, il en parle comme de l'âge mûr de la raison. Et donc, de ce point de vue-là, le savoir pratique hérité d'une tradition est une forme d'aliénation, est perçu comme une forme d'aliénation. Dans cette nouvelle configuration, il n'y a plus de place pour l'éthique au sens d'Aristote, parce qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la compréhension individualiste du sujet et la conception sociale et objective des valeurs morales. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'éthique des vertus, les jugements moraux sont en principe considérés comme objectifs parce qu'ils ont pour référence une certaine idée de la nature humaine et de la fin ultime de l'activité humaine. Dans le domaine du savoir pratique, par exemple, les faits sont donnés par les coutumes et par les discours quotidiens. Donc les discours validés par la tradition et les discours tenus par la majorité des gens sont porteurs de jugements qui ne sont pas considérés comme des opinions,
comme nous on le ferait, mais comme des faits. Un argument de la pensée moderne qui est frontalement opposé à cette conception des valeurs, c'est le fameux argument de Hume selon lequel on ne peut pas déduire un énoncé normatif ou prescriptif d'un énoncé descriptif. Et donc, de ce que la nature humaine serait comme ceci ou comme cela, il ne découle pas qu'il faille agir comme ceci ou comme cela. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de mon expérience personnelle pour en tirer des conclusions et arriver à en déterminer une règle qui soit... celle qu'on peut opposer ou au moins appliquer aux autres. Sauf que le principe de Hume ne marche pas pour les objets fonctionnels, les objets qu'on ne peut pas définir en dehors de leur fonction. Si on prend l'exemple des montres, le fait d'indiquer l'heure fait partie de la définition de ce qu'est une montre, et donc si une montre est irrégulière, on peut tout à fait en déduire que c'est une mauvaise montre. Parce que si t'es une montre et que t'indiques pas l'heure, eh ben t'es pas une montre. Et de la même manière, dans la tradition classique, homme entretient avec homme bon le même rapport que montre avec bonne montre. Et si t'es pas un homme bon, t'es pas un homme pas bon, t'es pas un homme. T'es une bête ou un monstre, comme dirait Aristote. Quand nous disons que telle fonction est génériquement celle de tel être, nous entendons qu'elle est aussi la fonction de cet être bien développé, de même que l'œuvre du musicien se confond également avec l'œuvre du bon musicien. Cet usage de homme comme concept fonctionnel est propre à la culture de l'époque, si on en croit MacIntyre. Il s'enracine dans les formes de vie sociale qu'expriment les théoriciens de la tradition classique. Selon cette tradition, être un homme consiste à tenir un ensemble de rôles dont chacun a son intérêt et son but, membre d'une famille, citoyen, soldat, philosophe, serviteur de Dieu. C'est seulement quand l'homme est conçu comme individu indépendamment de tous les rôles qu'homme cesse d'être un concept fonctionnel. Encore une fois, c'est par rapport à certains rôles et à certains buts que l'éthique se donne un référent qui lui donne son sens. On peut faire des jugements moraux parce qu'on a une idée claire de ce par rapport à quoi le jugement est fait. Dans ce paradigme, dire qu'un acte est bon, c'est un énoncé factuel, parce qu'on fait le constat que la chose en question correspond à sa fonction. Mais dès le moment où l'idée des fonctions essentielles de l'homme disparaît de la morale, on ne peut plus traiter les jugements moraux comme des énoncés factuels. Alors la leçon à tirer de tout ça, c'est que la morale serait toujours, à un certain degré, socialement liée au particulier. En tout cas, il n'y a pas de conception de la vie bonne dans l'absolu, de façon purement abstraite. Il n'y a de morale et d'articulation symbolique du sens que dans un ordre où l'individu est contraint à un certain degré. Autrement dit, quand on est parfaitement libre de choisir ses valeurs, le concept même de valeur perd son sens parce que la liberté est contraire aux conditions de possibilité de ce pourquoi elle était prévue. Et donc l'effacement du sens semble corrélatif d'une culture où les sujets s'éprouvent comme fondamentalement autonomes, séparés et livrés au hasard des convictions passagères. Fascinés par les avatars des jeux vidéo, les farfadets, queer et cybernymphes dépassent la binarité homme-femme, ringarde. Donc, si on grossit les traits, il y a d'un côté valeur et contrainte, et de l'autre liberté et relativisme. Mais de toute façon, l'idée qu'on puisse vraiment se donner des valeurs de façon purement autonome et solitaire est absurde. Parce que si vous n'êtes pas dans une structure qui vous inculque des valeurs et vous donne certaines orientations, vous allez les chercher dans des micro-communautés, des groupes, voire des personnes prises comme modèles. Et peut-être que toute cette théorie de l'éthique qui fait dépendre l'éthique d'une vision partagée explique les tendances communautaristes d'aujourd'hui, toutes ces revendications identitaires basées sur des valeurs précises, parce que ce qui séduit dans ces projets, c'est justement le sentiment de partager une vision du monde qui donne un sens et une orientation. Et là, je pense qu'on est en train de passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Qui nous sommes, à quoi nous sommes rattachés, qu'est-ce qui fait qu'on fait société. Donc quoi qu'on puisse dire par ailleurs de ces tendances, elles sont symptomatiques d'une perte de sens et probablement de certaines limites d'un modèle social basé sur la souveraineté absolue de l'individu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de morale strictement objective. Il n'y a aucun moyen d'élaborer un système de valeurs et d'orientation qui appellerait à l'adhésion par sa seule force rationnelle. C'est toujours une forme de foi qui fait qu'on croit en quelque chose de symbolique et donc peut-être que toute forme de structure, toute forme d'idée unifiante de ce qu'est une communauté et dans l'absolu l'existence suppose qu'on y croit et que la valeur d'un tel système vient non pas du fait qu'il est vrai, mais des bienfaits qu'il apporte par le fait qu'on y croit. Et donc peut-être que si on se mettait tous à vivre comme Sandrine Rousseau le préconise, on serait tous plus heureux parce que peut-être que l'important,
c'est pas ce sur quoi on s'accorde, mais le fait qu'on s'accorde, puisque c'est dans et par la concorde que le sens émerge. Voilà, sur cette petite provocation, je vous laisse, les amis. Merci encore pour votre présence, pour votre écoute. Merci de regarder ces vidéos, de les commenter, de les partager, etc. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.